Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans ce nouvel épisode de Disséquage. Alors dans cet épisode de Disséquage, je vais traiter un sujet assez compliqué parce qu'il est universel. Je vais traiter de l'amour, des rencontres amoureuses, bref, je vais traiter des coups de foudre. Donc le but de cet épisode, ça va être de disséquer les coups de foudre au cinéma. Comment un réalisateur utilise toute la grammaire cinématographique qu'il a à sa disposition pour représenter ce moment si particulier où deux personnes, s'aiment, se rendent compte qu'ils s'aiment. Alors souvent c'est que l'un, que l'autre, souvent c'est les deux. Et bref, il y a plein de manières de montrer ce moment-là au cinéma, et cet épisode va servir à ça. Alors évidemment, il doit y avoir à peu près autant de coups de foudre que de films, enfin en tout cas il y en a énormément au cinéma, donc j'ai sélectionné qu'une toute petite portion de films, qui à mon échelle était déjà beaucoup, mais voilà, il y en a plein que j'ai pas vu, il y en a plein que j'ai pas pu analyser, donc si vous en avez d'autres que vous considérez qui devraient être dans la liste des coups de foudre importants, des réalisateurs qui ont utilisé des méthodes que aucun autre n'a utilisées pour représenter ceci, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, parce que comme ça m'enrichira personnellement et ça enrichira les autres personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, donc on va y aller, on va commencer. Donc pour structurer cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par les coups de foudre les plus sobres, ceux qui utilisaient le moins d'astuces de mise en scène, et au fur et à mesure de la vidéo, je m'avance vers les réalisateurs qui utilisent de plus en plus d'artifices pour représenter ces fameux coups de foudre. Alors comme le dit si bien la voix off au début de 500 Days of Summer, This is a story of boy meets girl. Eh oui, parce que c'est ça un coup de foudre, c'est deux personnes qui se rencontrent. Donc la base de tout pour faire un bon coup de foudre au cinéma, ça va être quand même les acteurs, évidemment. Et donc pour moi, le coup de foudre le plus sobre de l'histoire du cinéma, dans ceux que j'ai eu à analyser, en termes de mise en scène, et qui repose entièrement sur les acteurs, c'est celui de Before Sunrise, de Richard Linklater. Linklater, c'est mieux. Before Sunrise, c'est comment avec un simple chant contre chant dans un train, Linklater arrive à amorcer une histoire d'amour qui s'étalera sur 3 films et plus de 20 ans. Je trouve que dans cette scène, le jeu des comédiens est excellent. Il y a toute une série de regards qui se loupent, qui fonctionnent, mais d'une manière magistrale, quoi. Franchement, chapeau à Julie Delpy et Ethan Hawke pour cette séquence, et pour ces 3 films d'ailleurs. Et c'est au moment où leurs regards se croisent que là il se passe réellement quelque chose. Et après, il reste plus qu'un petit prétexte pour amorcer une conversation. Do you have any idea what they were arguing about? Do you speak English? Donc je trouve que Julie Delpy et Ethan Hawke sont excellents dans cette séquence. Et d'ailleurs, ils sont excellents dans tout le reste de la trilogie de Richard Linklater. J'aime beaucoup ce petit regard que Julie Delpy fait là. On sent vraiment le côté je me suis fait griller, mais je vais essayer de garder la face, quoi. Et en fait, ce qui marche très très bien dans cette séquence entre le jeu des acteurs, c'est le timing. Les regards s'évitent, se loupent, jusqu'à ce qu'enfin ils se croisent, et grâce au montage, ça fonctionne parfaitement, quoi. Donc celui-là, c'est clairement le coup de foudre le plus sobre, et avec le moins d'effets que j'ai eu la chance d'analyser. Et personnellement, je le trouve magnifique, parce que il est vraiment d'une universalité, il est dur à dire ce mot, d'une universalité folle. Oh là, mon français se perd. 2 plans, pas vraiment de mouvement de caméra, pas de musique, pas de voix off. Bref, juste 2 personnes qui se rencontrent. Un autre assez sobre dans le même principe, c'est celui de Lost in Translation, où le premier regard est dans un ascenseur. Un petit regard furtif, mais qui amorce quelque chose. Mais leur vraie première rencontre aux 2 personnages de Lost in Translation, c'est 15 minutes plus tard, au bar de l'hôtel. Alors là, Sofia Coppola utilise déjà un tout petit peu plus d'artifice. Elle utilise par exemple la musique diégétique chantée par la chanteuse du bar qui crée tout de suite une atmosphère, et elle travaille ses cadres d'une façon un peu différente. Par exemple, elle se permet d'inclure les 2 personnages dans un seul et même cadre, ce qui raconte déjà une forme de rapprochement, qui n'était pas le cas par exemple pour Richard Linklater, qui avait choisi juste un chant contre chant. Après, dans les effets de mise en scène, y a aussi la performance des acteurs qui, par moments, racontent 1000 fois plus que n'importe quel effet de mise en scène. Et pour moi,
celle de Matt Damon dans Good Will Hunting, et juste vaut tous les effets de mise en scène possibles au monde, imaginables. First year grad student. You just got finished reading some Marxian historian, Pete Garrison probably. You're gonna be convinced of that till next month when you get to James Lemon. Then you're gonna be talking about how the economies of Virginia and Pennsylvania were entrepreneurial and capitalist. Alors certes, à la base, cette scène est déjà très très bien écrite. Mais là, c'est juste grâce au jeu de Matt Damon qu'on arrive à comprendre pourquoi cette demoiselle tombe amoureuse de lui, quoi. Et c'est simplement parce que ce mec qui, à première vue, paye pas de mine, est juste trop impressionnant, quoi. Et certes, la scène est extrêmement bien écrite, mais elle est également extrêmement bien interprétée par Matt Damon. Alors, il y a un peu de travail de caméra, quand même, dans cette scène. La caméra isole Matt Damon au moment où il cloue le bec au personnage arrogant, là, alors que justement, elle désisole le crâneur au moment où il se fait clouer le bec. Ça accentue le côté, là, t'as bien l'air d'un con au milieu de tes potes, tu te croyais malin, et maintenant, tout le monde te prend pour un débile. Donc ça, c'est une très bonne utilisation de la caméra pour appuyer la mise en scène. Et regardez la suite, doucement la caméra va s'écarter de Matt Damon pour inclure la fille dans le cadre. Et grâce à ça, on a leur regard. Et je trouve d'ailleurs que la fille joue super bien ce regard. Et après ça, c'est elle qui fait le premier pas. Elle le traite d'idiot, ce qui est d'ailleurs totalement ironique au vu de la scène précédente. Et lui, Matt Damon continue en étant hyper déstabilisant et sa performance est vraiment parfaite, quoi. Et on finit la séquence par l'humiliation totale du crâneur et la victoire de Matt Damon, alias Good Will Hunting. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que c'est à la fois un coup de foudre de la fille pour Good Will Hunting, que nous pour le personnage également, parce que franchement, le personnage, par un jeu d'acteur formidable, une belle écriture et une mise en scène sobre, mais réfléchie, il nous a impressionnés et maintenant on est amoureux de lui d'une certaine manière, évidemment. Dans la catégorie jeu d'acteur, je vais donner une mention spéciale à Joseph Gordon-Levitt pour 500 Days of Summer. Déjà, rien qu'avec ce regard-là. There's only two kinds of people in the world. There's women and there's men. Alors certes, on commence à avoir un peu plus d'effets que dans les deux films précédents, là on a une voix off qui commence à expliquer ce qui se passe. Et une petite musique fantaisiste. Mais le jeu d'acteur et la tête de Joseph Gordon-Levitt restent excellentes. D'ailleurs, on aura une jolie scène dans un ascenseur, un peu à la manière de Lost in Translation, avec cette fois-ci aucun autre artifice que les acteurs et un peu de musique diégétique. Et les acteurs là sont vraiment excellents. Regardez-moi ce regard, quoi. Mais ce regard, il est tellement bien incarné. C'est tellement comme ça qu'on réagit quand il y a une fille sur laquelle on a un crush là, et qu'elle débarque et qu'on n'est pas prévenu et qu'on essaie de se la jouer genre putain, faut que je me ressaisisse là, vas-y, sois cool, quoi. Et il est tellement bien. Ce qui est intéressant, c'est que dans la scène précédente, on a dit que cette fille était une conne, donc là il joue un peu le mec distant, pas intéressé. Il se retient d'être amoureux un peu, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il suffit que la fille ait le même goût musical que lui pour qu'il retombe immédiatement amoureux et qu'il oublie tout ce qu'on a dit sur elle. Et ouais, comme quoi, il en faut peu pour conditionner un coup de foudre. Encore une fois, peu d'effets, un peu de musique diégétique. La musique diégétique, c'est celle qui fait partie intégrante du film, donc que les personnages entendent aussi. Comme là, avec la musique qui sort des écouteurs de Joseph Gordon-Levitt. Aucun mouvement de caméra, tout se joue dans le timing entre les deux comédiens. Et là où c'est fort, c'est que là, il n'y a pas le montage pour les aider. Là, c'est un plan fixe, où ils ont dû trouver une espèce de synchronisation mutuelle, un timing parfait, qui donne cette scène qui est juste excellente. Alors la musique diégétique, c'est quelque chose qui est assez souvent utilisé pour les coups de foudre, parce que logiquement la musique et l'amour sont deux choses qui se combinent très très bien, et la musique et le cinéma également, donc cela fait un tout. Et donc moi j'ai un très bon exemple de musique diégétique qui provoque un coup de foudre, c'est dans Stranger Than Fiction. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Will Ferrell, alias Harold Crick, qui, après entendre une voix dans sa tête qui narre sa journée et qui la trouve assez ennuyeuse, décide d'amorcer un changement dans sa vie et de faire tout ce qu'il a toujours rêvé, dont apprendre la guitare. Et il se retrouve chez cette fille, Maggie Gyllenhaal, qui est, je crois qu'il est son inspecteur des impôts. Donc cette fille l'a jamais regardé d'une manière intéressante, intéressée, romantique, enfin bref, elle l'a toujours vu comme juste quelqu'un d'ennuyeux au travail. Elle s'écarte dans la cuisine, et là, Will Ferrell, sans aucun autre effet de mise en scène que lui, attrape une petite guitare et se met à jouer. Les yeux fermés.
Et là, faut avouer que Will Ferrell, il est quand même extrêmement touchant dans cette séquence, quoi. Franchement, il délivre une... On sent vraiment qu'il maîtrise son personnage, qu'il a le côté... il chante pour la première fois en public, il se lâche, mais à la fois il se retient un peu, mais c'est hyper touchant, moi j'ai trouvé. Et donc, ça marche. Le personnage joué par Maggie Gyllenhaal entend la musique, s'approche de lui, tombe sous le charme. Elle s'approche définitivement de lui. Il ouvre les yeux, réalise qu'elle l'écoutait. Ils s'embrassent passionnément. La musique devient la vraie musique, l'original, pas celle chantée par Will Ferrell. Et voilà, le début d'une histoire d'amour. Un coup de foudre. Donc là, il n'y a aucun artifice de mise en scène, autre que la musique. Alors toujours avec un rapport avec la musique diégétique, on a la scène de The Perk of Being a Wallflower, je crois que c'est Le Monde de Charlie en VF. Et donc on a une musique qui est jouée par un autoradio, et en fait quand cette musique passe dans la voiture, les protagonistes aiment aller dans un tunnel pour écouter la musique, et Sam, alias Emma Watson, se met dans une position un peu comme DiCaprio à l'avant du Titanic. Got it, Your Highness. Oh, we can be heroes just for one day. Elle écoute David Bowie en volant sur son pick-up dans ce tunnel. Et là, cette musique, le regard du personnage, qui est un protagoniste qui s'appelle Charlie, donc, qui la regarde, voilà, il tombe amoureux. En fait, là, il y a une espèce de mise en univers grâce à cette musique, à ce lieu, à cette action, qui fait que d'un coup, le personnage se dit que cette femme, il est amoureux d'elle. Alors là, il y a des astuces de mise en scène dans le sens où le décor est une astuce de mise en scène, la séquence en elle-même, le fait de raconter ce moment-là de la vie de la personne est une astuce de mise en scène aussi, et la musique fait partie de ce package global pour réussir à nous donner ce sentiment que si on était à la place de ce bonhomme et à regarder cette fille avec cette musique-là, on serait tombé amoureux également. Alors on a dans Roméo plus Juliette aussi une séquence où la musique diégétique crée une ambiance propice à un coup de foudre aussi. Donc la musique est diégétique parce qu'elle est chantée par une diva sur scène, et les personnages Roméo et Juliette sont dans une salle un peu lointaine, donc la musique a ce côté un peu venant de loin, ce qui apporte encore plus une atmosphère, et surtout qui crée une sensation d'isolement et de solitude des deux protagonistes. Mais là pour le coup, la scène repose surtout sur la direction artistique. La direction artistique, c'est les éléments qui vont composer la séquence, les costumes, le décor, et donc par exemple là, l'aquarium central à travers lequel les personnages vont se voir pour la première fois, c'est une idée de mise en scène magnifique, c'est une idée artistique superbe d'avoir un champ contre champ avec des poissons qui passent au premier plan de toutes les couleurs, c'est vraiment une idée magnifique. En plus d'avoir des costumes, c'est un bal costumé, elle est habillée en ange, si je me trompe pas, oui, et lui il est habillé en chevalier, donc rien que ça, tout ça apporte une espèce d'atmosphère, d'un onirisme, un onirisme fabuleux, mais c'est Roméo et Juliette aussi, donc l'histoire d'amour se devait d'avoir un coup de foudre marquant. Mais ce qui fait aussi que la scène existe, c'est aussi le jeu de comédiens et la sincérité dans leur regard au moment où ils se découvrent mutuellement. La première découverte de Juliette par Roméo se fait par un œil, et d'ailleurs je pense que c'est un clin d'œil que Rémi Besançon a fait plus tard dans Ma vie en l'air. Je suis vraiment désolée. J'ai rencontré Alice. Parce qu'il reprend exactement le même dispositif en le narrant, ce qui est assez rigolo. Mais c'est vraiment le chant contre chant avec les poissons qui passent au premier plan et la musique de la diva qui se fait entendre dans le fond, qui permettent à cette scène d'atteindre une grâce et une émotion à la hauteur de l'œuvre adaptée.